Bienvenue sur Les Achievers, le podcast qui vous ouvre les portes du business et de la vente. Et qui de mieux pour le faire que les personnes qui sont sur le terrain tous les jours pour vendre, les commerciaux. Évidemment, on ne vend pas de la même manière, en B2B ou en B2C, en fonction de la nature de son offre, de son secteur ou de la maturité de son entreprise. Alors chaque semaine, je vous propose une double immersion. Je reçois une personne qui nous expliquera son marché et sa réalité de la vente. Je suis Audrey Pétreau, consultante en développement commercial et toujours sur le terrain. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à tout de suite. J'espère qu'aujourd'hui, tu vas nous raconter plein de belles histoires, Fanny. Comment tu vas ? Ça va, merci. Je suis super contente que tu aies accepté de venir sur Les Achievers. Je vous ai découvert l'Uni via une amie qui a un fils qui avait une boîte à histoire, l'Uni. Et j'ai trouvé le concept génial. En plus, il l'avait en français, je crois en anglais, en espagnol, si je dis pas de bêtises. Aussi, en italien, en flamand, en néerlandais. J'ai trouvé ça énorme. En plus, moi, je te l'ai dit quand on a échangé la première fois, je suis un petit peu... digital détox, anti-réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, je fais attention. Je pense qu'il faut les prendre avec beaucoup de mesures. Donc, j'adore la mission de la boîte pour laquelle tu travailles. Mais je te laisse te présenter avant de te poser plein de questions. Moi, je suis Head of Sales. Aujourd'hui, chez l'Uni, je suis arrivée il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 8 mois. Et avant, j'étais chez Michel Augustin pendant 7 ans. Et encore avant, chez PepsiCo France pendant 6 ans. Et encore avant, j'étais en stage et je suis ingénieure en agro-développement international. Ok. Alors, comment on arrive à des fonctions commerciales ? Bien, je me suis un peu perdue. Je voulais sauver le monde en faisant du commerce équitable. J'ai passé un petit peu moins d'un an en Afrique. Et puis, j'ai bien aimé le business. Je me suis retrouvée au Cameroun dans une entreprise qui fabrique des jus de fruits. Et je me suis retrouvée à 23 ans à faire toutes les pires erreurs de management et de commercial, à taper sur Internet stratégie marketing. Et je me suis retrouvée en tant que chef de secteur à tirer ma valise. Je savais pas que ça existait ce métier, mais chez PepsiCo, très bonne école de formation. J'avais hésité entre sauver le monde et PepsiCo. Alors vraiment, c'était il y a 15 ans. Je réfléchissais pas trop aux valeurs, à mon impact environnemental, à tout ça. Tu sais, tu sors d'école et après on évolue. Et PepsiCo, Michel Augustin et aujourd'hui l'Uni. Je change complètement de secteur. C'est rare. C'est difficile de pouvoir changer de secteur aujourd'hui, de passer de quasiment 13 ans d'agroalimentaire au secteur du jouet. Et c'est assez intéressant. Oui, mais après, il y a une logique, parce qu'on reste dans le monde du retail. On reste dans le monde du retail, mais moi, c'était très grande distribution. Et là, tu vois, l'Uni, aujourd'hui, on travaille avec des spécialistes, comme les Jouets Club, les King Jouets, des multispécialistes avec les Fnac, les Nature et Découverte, les Oxybul aussi, j'oubliais. Et il y a très peu de grande distribution chez l'Uni. C'est une stratégie de la boîte. Voilà. On a un produit, il faut faire attention à ce qu'on fait de ce produit. Ok. Donc, alors, est-ce que tu peux présenter officiellement aux gens qui ne connaîtraient pas que fait l'Uni ? L'Uni, c'est une entreprise qui a été créée en 2014 par 4 fondateurs il en reste 3. Enfin, il est toujours en vie, mais c'est un projet de fin d'études de Maëlle Chassard, qui est designer à la base, et voilà, c'est son papa qui lui racontait beaucoup d'histoires. Et il y a 7 ans, quand tout le monde crée des applications, elle a pris le contre-pied, et elle voulait vraiment éloigner les enfants des écrans, développer l'imaginaire, le vocabulaire, l'imagination, et elle a voulu créer c'est un peu rétro comme produit, tu vois, c'est cette boîte vert avec ce bouton jaune. C'est une conteuse à histoire interactive, vraiment pour proposer une alternative aux écrans, aux enfants de 3 à 8 ans, et développer leur imagination. Voilà, c'est la raison d'être vraiment de l'Uni. Et l'enfant va choisir un objet, un personnage d'abord, un objet, un lieu, et l'histoire va se créer. Au fur et à mesure, il a le choix entre plusieurs histoires, entre plusieurs scénarios. Et moi, c'est mon meilleur ami avec mes 2 enfants. Et quand on fait des salons en B2C, tu vois, t'as des parents qui viennent te voir et qui te disent merci d'avoir créé ce produit. Et je crois que c'est la plus belle des récompenses. C'est ce qui t'a fait venir chez eux ? Qu'est-ce qui m'a fait venir chez l'Uni ? Les valeurs, le produit. Donc, tu vois, j'ai 2 enfants. Et le fait que ce soit un produit utile, avec des valeurs vraiment fortes. Alors, et que les fondateurs soient toujours là. Tu vois, j'étais bien chez Michel Augustin. Okay. C'était un point important pour moi. Tu vois, j'étais très bien chez Michel Augustin, super boîte. Et je me suis dit, allez, j'aimerais bien détester Igor, comme ça, mon choix sera très facile. Et j'ai trouvé Igor super sympa, avec une vision, et ça m'a donné envie de venir bosser avec lui. Et le changement. Ouais, j'imagine que tu étais quand même resté 7 ans chez Michel Augustin. Et pourquoi c'était important pour toi que les fondateurs soient toujours là ? Alors, tu vois, Michel Augustin a revendu à Danone. Et j'aimais bien l'âme que Michel Augustin apportait, qu'on soit d'accord ou pas, mais ils apportaient ce petit plus.
et je trouvais que c'était très sympa. C'est pas forcément facile de bosser avec des fondateurs au quotidien, mais j'avais envie de retrouver ce que j'avais connu chez Michel Augustin et dans un autre secteur avec d'autres personnes. Ah, ok, très bien. Donc aujourd'hui, l'Uni, c'est combien de personnes? Que vous êtes également à l'étranger? Et aujourd'hui, l'Uni, c'est 83 personnes. On est présent, alors donc en France, c'est notre pays, notre cœur de cible. On est présent en Italie, en Suisse, en Belgique et au Canada, États-Unis. Ok. Parce qu'en fait, c'est pas si simple, tu vois, en fait, on a ce produit, ok. On peut pas juste vendre un produit. Nous, on a toute une maison d'édition en interne parce qu'on développe tous les livres audio, ce sont des créations qu'on fait en interne. D'accord. Donc, on a une vraie maison d'édition audio. Donc, on a la partie, la boîte, le produit physique et tout ce qui est livre. On travaille avec des auteurs, des autrices, on a des licences, des partenariats avec des licences. Et donc, tu vois, c'est si tu peux pas juste vendre le produit en Italie et se dire, allez, on laisse le produit, il faut développer tout le SAV derrière, parce que c'est garanti 2 ans, un produit, D'accord. Les boîtes à histoire. Il faut développer la création d'histoire, parce qu'on est obligé de tout créer, ça n'existe pas aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est difficilement copiable, ce qui fait la force de l'Uni aussi. On est la seule conteuse interactive aujourd'hui. Il faut les créer, ces interactions. Donc, ça demande un petit peu de travail à notre maison d'édition, mais voilà. Ouais. Et vous avez une stratégie différente en fonction des marchés que vous adressez? Oui. Les livres, la culture n'est pas la même dans tous les pays. Tu vois, par exemple, en Italie, on travaille avec des partenaires italiens, comme on travaille avec Pimpa. C'est un petit chien très rigolo que j'ai découvert sur le marché italien pour les enfants de 3 ans, à partir de 3 ans. En France, on a d'autres, Suzanne et Gaston sont assez historiques. On travaille avec, il y a le Petit Prince, il y a les Disney, donc qui sont assez internationaux. Mais oui, on adapte déjà notre catalogue de livres et ensuite notre stratégie qui sera pas forcément la même. Et aujourd'hui, vous êtes les seuls à proposer ces liseuses interactives, mais d'une certaine manière, sur le marché, quels sont vos concurrents principaux? En France, il y a 7 ans, on avait 99,9% de part de marché, il n'y avait personne. Et il y a du monde qui est arrivé. Là, aujourd'hui, le marché français est un des plus concurrentiels. Je crois que c'est le plus concurrentiel en Europe aujourd'hui. Il y a une dizaine de conteuses. Donc, tu vois, t'en as quelques-uns qui sont made in France. T'as des belles histoires aussi, hein, et d'autres qui sont nés ailleurs, dans d'autres pays, et qui arrivent en France. Et aujourd'hui, vos clients principaux, donc tu m'expliquais que vous ne faisiez pas de la grande distribution, mais que vous travaillez avec des enseignes plutôt taille moyenne, voire petite, si j'ai bien compris. Alors, tu vois, historiquement, nos clients historiques, c'est Nature et Découverte et Auxibule. C'est toujours hyper important de choisir tes premiers clients. Ça pose un peu ça pose ton la base. positionnement. Ouais. Et Nature et Découverte et Auxibule qui nous ont accompagnés dès le début. Et ensuite, on s'est étendu aux jouettistes, donc King Jouet, Jouet Club, ensuite Fnac, et après on a plein d'enseignes multispécialistes, spécialistes et les pure players. Vous travaillez avec des toutes petites enseignes de jouets, des indépendants, des magasins de jouets comme on peut en voir, tu sais, à l'ancienne. On travaille avec tous les magasins indépendants, tous ceux qui veulent avoir une Luni peuvent. Aujourd'hui, on livre en direct et on travaille aussi, on vient d'ouvrir encore store, tu vois. Ok, et sur le web, vous êtes sur Amazon également? On est sur Amazon, ouais. Aujourd'hui, vous avez des partenariats? Des partenariats commerciaux, parce que du coup, on a toute la partie licence. Donc, tu vois, par exemple, avec Disney, avec Hello Maestro, il y a toute cette partie livre. On a qui d'autre? On a les Monsieur Madame. Et après, des partenariats commerciaux, du coup, avec toutes ces enseignes. Et dans des partenariats commerciaux autres, on a un partenariat avec Bellambra. Tu vois, par exemple. Bellambra, c'est les clubs de vacances, ouais. Tu vas dans les clubs Bellambra et dans les clubs enfants, pour les temps calmes, ils peuvent mettre à disposition des fabriques à histoire. Donc, tu vois, il y a toute cette visibilité. Si la SNCF m'entend, pourquoi pas pour les enfants dans les trains, dans tous les wagons, tu vois des enfants avec une Luni qui sont posés et les voyageurs à côté sont contents que les enfants aient une Luni. Donc, j'ai sélectionné cette partie-là. Je te la donnerai en vignette. Et quoi, quel autre partenariat, quel type de partenariat Tu sais, même avec l'éducation nationale, les écoles. Ouais, alors c'est compliqué, le marché des écoles, c'est compliqué, les marchés publics. On travaille avec des grossistes dans les écoles, mais c'est compliqué. Et on travaille avec quelques écoles en particulier, et des maîtresses qui nous contactent, et on a développé des kits écoles. Et franchement, on a travaillé avec des psychologues, avec des enseignants, et on a vraiment développé ces kits pour proposer aux enfants d'aller développer certaines compétences et aux maîtresses aussi que ça rentre dans leur programme. Et ils sont canons, ces kits, mais c'est pas facile à vendre. On a fait pas mal de dons, on en vend quelques-unes, mais le budget des publics est assez serré.
Et côté école Montessori Ouais, c'est quelque chose aussi qu'on développe, mais c'est pas facile, le marché des écoles. Et on est une équipe réduite côté commercial. Donc, on a une personne qui s'occupe de tout ce qui est new business. Et oui, c'est des choses sur lesquelles on s'intéresse. Toi, le côté hôtel aussi, on va peut-être aller faire dans les hôtels, tu mets des boîtes à histoire pour les enfants dispo. Sur le côté seconde main, sur la location. Enfin voilà, il y a plein de business qui sont en train d'émerger et sur lesquels il faut qu'on soit présent. On a parlé des clients directs, mais vos clients indirects sont des clients particuliers. Est-ce que tu as une typologie des gens qui achètent l'Uni ? Non. Tout le monde achète l'Uni aujourd'hui. Ouais. Il y a 700, tout en 2022, il y a eu 723 000 naissances, je crois. Comme ça, j'ai regardé il y a pas longtemps. Enfin, on vend entre 200 et 300 000 l'Uni par an. Ouais. Donc, il y a un enfant sur deux aujourd'hui qui a une fabrique à histoire. Ah, c'est comme ça que vous calculez votre marché adressable. C'est une... 723 000, ok, ça veut dire que dans 3 ans, on a 723 000 clients potentiels. Et en fait, tu vois, c'est assez linéaire, les naissances en France. Okay. Donc, à 1 ou 2% près. Donc, tu vois, c'est pas... Et depuis le début, c'est comme ça. Aujourd'hui, on a vendu plus d'1,5 million de l'Uni depuis la création. Et la boîte fait 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais, ok. Et pour en revenir à l'international, aujourd'hui, vous adressez, j'ai compris, Amérique du Nord et surtout l'Europe. Est-ce que vous avez des velléités d'adresser d'autres marchés ? Et est-ce qu'il y a, au contraire, des marchés auxquels vous avez dit non et vous dites on n'y va pas, en fait ? C'est Bourbier. On dit non tous les jours. Ah bon ? À des marchés plus lointains. Alors on nous a fait des propositions pour la Chine, l'Asie, pour le Japon, l'Asie, même je vais pas parler de la Russie là aujourd'hui, mais non, mais déjà on voudrait réussir dans un autre pays européen. Enfin, l'Italie, tu vois, ça va être notre priorité aujourd'hui. Les États-Unis et le Canada aussi, on a quelques beaux partenariats qui arrivent. Belgique et Suisse aussi dans les parties non francophones. Et quand on aura réussi dans un pays non francophone. On se dira, c'est bon, on a trouvé la formule magique et on s'étend. Mais pour l'instant, moins mais mieux. Aujourd'hui, selon toi, quels sont les gros défis du secteur ? Oh là là. Alors tu vois, là, on vient d'avoir les chiffres NPD. Le secteur du jouet est à moins 13% en volume. Et il y a encore la grande récré qui est en liquidation judiciaire. L'année dernière, enfin moi je découvre le secteur du jouet, mais chaque année t'en as un qui met la clé sous la porte. T'as Pickwick Toys l'année dernière. Le secteur du jouet, pour moi, il faut qu'il se réinvente. Aujourd'hui, t'as 85% des gens qui sont prêts à acheter différemment. Tu vois, on était au salon international du jouet à Nuremberg, t'as plein de belles marques, t'as plein de belles choses qui se passent. C'est encore trop embryonnaire. Toi, la seconde main, les enseignes commencent à s'y mettre aussi. La seconde main, le made in France. Enfin, c'est quelque chose, tout ce qui est local. Et pour moi, il faut secouer le cocotier du marché du jouet, hein. Parce que et les consommateurs répondent présents aussi. Ok. Faut pas se reposer sur ses lauriers parce que et on le voit, hein, les grosses enseignes avec du plastique partout. En fait, ça marche plus, quoi. Et les marques qui marchent bien, c'est ceux qui se bougent. Ok, très. Alors moi, c'est un secteur que je ne connais pas du tout, mais de ce que je comprends, à travers tes mots, c'est que c'est un marché qui est peut-être très traditionnel ou conservateur et les poupées Barbie, ça marche très bien, donc pourquoi faire de nouvelles poupées Barbie ? C'est ça en fait. Ouais, et il y a plein de belles marques en France, et il y a plein de startups qui se lancent et qui fonctionnent bien, qui ont de belles valeurs et franchement et après, tu peux aussi fabriquer en Europe ou ailleurs, hein, et faut secouer un peu tout ça. Ouais. Et parce que le monde est en train de changer, le monde de la consommation est en train de changer. Toi, t'as 90% des parents aujourd'hui qui sont attentifs à l'origine de la fabrication, et il y en a 85%, c'était les derniers chiffres, qui étaient prêts à dépenser plus pour du Made in France. Donc, alors je dis pas qu'il faut fabriquer français partout, même si ce serait l'idéal, parce que c'est pas forcément possible. Mais des boîtes avec des valeurs. Est-ce qu'on pourrait dire que vous avez perdu du terrain face au monde du web et des enfants qui sont peut-être un peu plus collés à leur tablette ou à Internet ? Honnêtement, je ne sais pas, mais probablement, parce que tu vois, quand on est né, nous, on n'avait pas de téléphone et le monde évolue. Mais je pense que les jouets seront toujours là. Enfin, ils existeront toujours. Toi, le pouvoir d'achat des Français diminue, mais on va peut-être aller acheter de la seconde main sur d'autres canaux de distribution, ou alors trouver des jouets plus durables. Aussi, tu vois, la moyenne de durée de vie de la fabrique à histoire, par exemple, c'est 4 ans. Donc c'est entre 4 et 5 ans. T'as des enfants qui l'achètent à 4 ans et qui l'ont jusqu'à leurs 10 ans. Enfin, il y a certains parents qui me disaient ça, c'est génial. Enfin, c'est le jouet le plus rentable de ma vie, quoi. Donc non, les jouets existeront toujours. Mais oui, on perd en volume, et oui, il y a d'autres marchés
secondaires qui vont se développer. Ok. Rappelle-moi le prix de la Luni et le prix moyen des différentes histoires. Donc une Luni, c'est 64,90. On a vraiment là, on voulait pas changer le prix, même s'il y a une forte augmentation des prix ces dernières années. Et on est une des conteuses les plus accessibles du marché. Et aujourd'hui, un livre audio, c'est en moyenne, ce que tu trouves en retail, c'est à 12,90. Et sinon, t'en as entre 6 et 19 euros, quoi. Okay, et c'est entre 1 heure et 3 heures d'écoute. Ouais, donc c'est relativement accessible. Et t'évoques le marché de la seconde main. Est-ce que c'est un marché sur lequel vous penchez, vous, actuellement ? Oui, bien sûr. On récupère nos fabriques à histoire. On a beaucoup là depuis le temps. On travaille avec une association de personnes en réinsertion qui les répare. Du coup, l'objectif, c'est de les remettre sur le marché. On est en train de travailler le business model parce que c'est pas si simple de remettre un produit électronique sur le marché qui va être garanti. Il faut qu'on définisse combien de temps il va être garanti. Mais il y a plein de paramètres à prendre en compte et je pense que d'ici 1 an, on devrait avoir un business model assez prêt. Ah, intéressant. Et vous communiqueriez sur le fait que c'est un objet de seconde main ? Oui. Ok. Ouais, donc il y a transparence totale, hein, bien sûr. Oui, on vous l'a pas dit. Voilà. Ok, très clair. C'est cool. Je trouve que c'est fascinant comme monde. Comment toi tu montes en compétence quand tu arrives chez l'Uni sur les différents sujets ? Alors déjà, tu essaies de comprendre le vocabulaire des techs et des devs parce que je n'y comprenais rien. Ouais. Donc c'est vraiment c'est un monde à part. Et je suis pas encore complètement montée à bord parce qu'on a vite la tête dans le guidon quand on est commercial et qu'il y a les négos. Je suis arrivée en pleine période de négo. Et on monte en compétence en parlant aux gens, comme tout le monde en fait. C'est échanger le plus possible avec tout le monde. Ok, t'as parlé de période de négo, j'imagine que vous avez une forte saisonnalité. Et en fait, la période de négo est en même temps que la plus forte saisonnalité dans le monde du jouet, vu que soit entre 60 et 70% du chiffre se fait sur les 3 derniers mois de l'année. Et donc, si ce n'est le dernier mois, c'était une année un peu particulière l'année dernière, très compliquée. Donc les négos commencent plus tard. On a commencé un peu plus tard. On essaye vraiment d'être plus dans le partenariat, ce que j'avais moins forcément en grande distribution avec à l'époque dans d'autres boîtes où c'était vraiment plus la guerre distributeur fournisseur. Ouais, j'ai toujours entendu des histoires sur le monde de la grande distri où les acheteurs malmènent pas mal les commerciaux. Oui, et en fait on va tous dans le même sens, donc autant trouver voilà. Donc ça reste des négos, mais je trouve que c'est fait en bonne intelligence. J'aimerais bien qu'on passe à la partie vente, que tu nous expliques comment ça se passe concrètement pour les équipes commerciales et que tu nous parles de l'organisation. Mais juste avant ça, je voudrais conclure cette partie sur le business model de l'Uni avec la culture d'entreprise. C'est quoi les grandes valeurs ? Ah là là, c'est toujours cette question, parce que c'est facile à dire, ouais, alors mes valeurs, tu vois, on en a 4 chez l'Uni, c'est responsabilité, audace, respect et solidarité. Elles viennent d'où ? Parce que alors, ça aussi, c'est un vrai sujet avec les valeurs. Alors, moi, ce que j'ai pu voir dans le passé, c'est que souvent, on s'est assis, on a brainstormé, on s'est dit que ça serait cool d'avoir ces valeurs, mais ce ne sont pas forcément les valeurs que la boîte a intrinsèquement. Ouais. Alors, j'imagine que tu vas pas dire au micro, non, en fait, Si, non, mais t'as raison, c'est facile à dire. Alors voilà, ce sera ça, nos valeurs, et puis... Elles viennent d'où ? Eh ben, aujourd'hui, elles viennent de nous. C'est Anaïs, notre responsable développement durable, qui a mis en place tout un groupe projet, et ils se sont tous dit, alors, quelles sont les valeurs de l'Uni ? Vas-y, allez-y. Prenez une feuille blanche, notez quelles sont les valeurs de l'Uni. Ils en ont, je crois, regroupé une dizaine. Et ensuite, ils ont fait le tri, ils ont creusé. Et ils ont fait le travail eux-mêmes. Et en fait, les valeurs sont ressorties des collaborateurs de l'Uni. Et ce sont ces 4 valeurs qui sont ressorties. Et derrière, il y a des pour-actions, il y a vraiment des choses concrètes derrière, quoi. Ok. Est-ce que tu peux me les reprendre rapidement ? Responsabilité, solidarité, audace et respect. Est-ce que tu peux me donner 2-3 exemples, un exemple par valeur ? Je vais commencer par la solidarité. Tu vois, par exemple, on a un partenariat avec l'association Les Petits Princes, qui est une association qui réalise le rêve d'enfants malades. Et nous, du coup, on avait mis en place une fabrique à histoire et on reversait 1 euro. On leur donne des fabriques à histoire. Il y a des sacs de goodies pour les enfants qui rentrent à l'hôpital. Donc, t'as le côté solidarité. On travaille avec une association donc pour réparer nos fabriques à histoire avec des personnes en réinsertion. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça, des choses concrètes. Voilà. Le côté audace. Je pense que l'audace de l'Uni, d'avoir créé ce marché de la boîte à histoire en France. Mais là, on continue d'être audacieux avec la sortie en septembre. Petit teasing, je ne peux pas te dire ce que c'est, mais on va encore plus loin. Attends, c'est ça que je vais mettre en vignette. Et le côté audace, voilà, on est sur des projets long terme. Et là, il y a un projet
qui arrive en septembre et octobre. Voilà, pour les plus grands, les 7-11 ans. Ce teasing de fou, ok. Voilà. Du coup, je vais aller tous les mois sur la page. Okay. Et donc il y a le côté respect. Donc le côté respect, c'est vrai que ça paraît tellement évident quand on se dit le respect, mais on se respecte les uns les autres et c'est hyper dur à dire, donner des actions concrètes tellement c'est évident chez nous en fait. C'est très compliqué le respect. Bon, laisse-moi réfléchir sur le respect. Et le côté responsabilité, donc ça, on a une hiérarchie assez horizontale, assez plate, pour que chacun soit responsable de ses choix, de ses actes, de son budget, enfin, il n'y a pas besoin d'aller faire valider aux 25 000 échelons au-dessus, quoi. J'ai un a priori sur les belles boîtes comme ça, donc c'est pas un a priori qui est négatif, mais en tout cas, j'imagine. Quel est le ratio homme-femme chez l'Uni ? Ah là là, je crois que c'est... Ah zut, mais je crois que c'est 50-50. Ah ouais ? Je crois qu'il y a un peu plus de femmes. Ouais, c'est peut-être 60-40. Ouais, ok. Et si tu sais dans le monde du jouet, si c'est plus ou moins le même ratio ? Je sais pas du tout. Ouais, d'accord, mais c'est intéressant, donc ça attire hommes et femmes. Ok, très bien. J'aimerais qu'on passe à la partie vente, comme je te le disais. Déjà, est-ce que tu peux me décrire l'organisation commerciale de l'Uni ? Donc toi, tu es Head of Sales, et ensuite ? Alors, on est une équipe de 9 personnes. Donc, on a une personne à l'ADV, une personne assistante commerciale, on a 2 personnes à l'e-commerce, et on a 1, 2 et 3 comptes clés. J'en recrute un, en fait. Donc, on va être 10. Ok. Et bon. Et j'oublie, excusez-moi, le trade marketing, mais 2 personnes au trade marketing. Trade marketing, est-ce que tu peux expliquer Donc le trade marketing, c'est tout ce qui est marketing opérationnel, c'est aller développer la PLV, les événements avec les fournisseurs, analyser les chiffres. C'est vraiment, c'est tout ce qui va nous aider à mieux vendre en fait. C'est vraiment le bras droit enfin c'est une équipe, c'est un binôme. Cam, trade. Intéressant. Et du coup, c'est des personnes qui te reportent à toi. Ouais, non, mais c'est super intéressant parce que tu sais, il y a parfois dans certaines boîtes. Alors pas ce clivage, mais en tout cas, on va considérer que ce sont 2 chapelles complètement différentes, alors qu'en fait, on sert exactement le même objectif. Le trade était rattaché au market avant chez nous, et on l'a remis côté sales parce que si tu formes vraiment un binôme avec ton compte clé, quoi. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des profils qu'il y a derrière ces personnes-là ? Donc, on est une équipe de filles, 100% de filles, des profils des personnes qui viennent du monde du jouet. D'autres comme moi qui n'y connaissaient rien au monde du jouet, d'autres qui viennent du monde de l'agroalimentaire, une autre personne de la grande distribution aussi, une autre personne qui c'est son premier job. Et honnêtement, tu vois, chez l'Uni, on recrute des têtes bien faites. Peu importe d'où tu viens, à partir du moment où t'as la tête bien faite, où t'as envie d'apprendre et que tu coches les cases de nos valeurs et on sait qu'on va bien travailler ensemble et dans le bon sens, go quoi. Mais comment tu les identifies sur le papier, ces gens-là ? Parce que tu peux être une personne qui n'a pas d'expérience ou qui vient d'un secteur complètement différent. Comment tu fais pour ne pas passer à côté de ces gens-là ? On est assez ouvert. Alors toi déjà, quand je recrute, moi je vois les expériences. Bon après, faut pas non plus, tu vois, si je sais pas moi, si t'as rien du tout à voir. Déjà, pourquoi ? Déjà, si tu postules, c'est qu'il y a une raison. Parce qu'il y a de la lumière. Voilà, c'est ça. J'en ai vu quelques-uns. Et bon, enfin, ça s'identifie en rendez-vous et tout. On a un système. Il y a notre RH qui fait un premier call téléphonique. Ensuite, on rencontre les opérationnels. Ensuite, on a toujours des cas pratiques pour voir aussi le niveau d'investissement de la personne. Si le cas pratique, il va te le faire en 30 secondes et vite fait, emballer ses pesées. Ou alors une autre personne qui ne vient pas du tout de ce milieu. Toi, je pense à Stéphanie qui nous a fait un cas pratique, mais canonissime. Voilà quoi, ça montre le niveau d'investissement que la personne a envie d'avoir dans l'entreprise. Ouais, d'accord, très bien. Alors c'est assez drôle ce sujet du cas pratique. Moi, je sais que ça m'est arrivé dans le passé. Celui que vous donnez, c'est un cas pratique qui est basé sur quoi ? Sur des problèmes stratégiques que peut rencontrer l'Uni, des ambitions ou des choses que vous avez déjà résolues. Je me rappelle que dans le passé, dans une boîte de conseil dans laquelle j'ai été, on donnait des cas pratiques pour les consultants qu'on recrutait et on leur disait: c'est un cas pratique que nous avons déjà résolu chez un client et nous nous engageons à ne jamais le réutiliser. Vous, comment vous procédez ? Ah non, moi je prends toutes les idées. Non, je rigole. Ça aussi, je vais l'isoler. Je vais faire une super compile. C'est un cas pratique. C'est un petit peu pour voir on a déjà pensé au cas pratique. On y a déjà. Alors déjà, moi je vérifie qu'ils savent compter. Mais pour un compte clé, j'en ai déjà vu qui n'arrivait pas à me calculer une marge. Donc je vérifie juste un petit peu, qui m'explique un petit peu les calculs qu'il a fait.
Ça, le côté technique. Et ensuite, tu avais le côté et comment tu verrais l'Uni dans 2 ans. Enfin, tu vois, un petit peu voir comment les gens se projettent et projettent la marque. Ouais. Très clair. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer concrètement comment se passe la vente, que ce soit chez les comptes clés et chez les personnes qui se chargent de l'e-commerce? C'est assez basique comme vente. Enfin, la vente, c'est toujours des rendez-vous, vu qu'on est déjà quand même bien établi chez nos clients. Après, si tu prends un client que tu ne connais pas, donc c'est vrai qu'on a un storytelling assez fort chez l'Uni, tu vois, avec les fondateurs. Enfin, c'est vraiment... notre storytelling et le raison d'être de l'entreprise est très fort. Donc... c'est plus facile. En fait, c'est plus facile. Ouais. On va pas se mentir. Quand tu viens pas, c'est plus facile. Et quand on arrive, on a répondu à un besoin sur le marché. Même si aujourd'hui il y a de nombreux concurrents, tu vois, on a toujours 60% de part de marché sur le marché des compteuses. Et on répond vraiment à un besoin des consommateurs. Donc quand on a une raison d'être, on a des valeurs fortes, on essaye d'être éco-responsable, on a le label Lucie 26000, on a signé le Climate Act là. On essaie d'être une société impact. En fait, on coche beaucoup de choses et c'est difficile de nous dire non. Donc c'est pas très humble ce que je dis, mais en fait là, c'est une belle boîte, c'est un beau produit. Les parents, je te dis, viennent nous voir pour nous dire merci de l'avoir créé, merci. Non mais ça c'est la plus belle des récompenses. Enfin vraiment, je radote, mais c'est incroyable. Et du coup quand on a un produit demandé déjà par les consommateurs, c'est plus facile. C'est plus facile d'arriver d'aller voir les distributeurs. Mais concrètement, ça se passe comment? Enfin, il n'y a pas 50 000 distributeurs en France, donc les personnes qui ont des comptes clés, au final, c'est plus de l'entretien bien sûr. de comptes. Alors, est-ce que les négociations se font tous les ans? Est-ce que vous êtes remis en concurrence? Est-ce qu'il y a, d'une certaine manière, une concurrence? Ou on est plus sur de la négociation de prix? Honnêtement, c'est comme tout le monde. Donc, il y a de la vente parce on sort des nouveautés. Donc après, voilà, faut se battre un peu pour les budgets achats. Donc, faut donner envie à nos acheteurs. Faut mettre des moyens derrière, des moyens d'accompagnement. Faut leur montrer aussi ce qu'on fait de différent pour chacun d'eux, parce que chacun est typique et unique. Donc, ce qu'on met en place, comment on va les accompagner? On va pas juste vendre un produit, parce que sinon, honnêtement, tout le monde peut le faire, quoi. Donc, tu vois, on va mettre en place des avant-premières chez certaines enseignes normalement. On va proposer des événements en magasin avec d'autres enseignes, de la PLV. Enfin, on investit beaucoup sur l'environnement de la fabrique à histoire. Pourquoi pas? Là, on est en train de mettre en place un événement, des dédicaces d'une autrice avec une enseigne. Et oui, la vente, c'est difficile comme question parce que oui, tu vois, c'est beaucoup de... En fait, c'est entretenir et faire fleurir c'est de l'entretien, ouais. C'est de l'entretien de relations, c'est toujours se réinventer. C'est se réinventer avec nos distributeurs, comment ne pas lasser le consommateur. Toutes les initiatives que tu viens de me décrire, ce sont les commerciaux qui sont moteurs ou c'est quelque chose qui vient d'un peu plus haut, de la strate, du market. C'est le commercial qui échange avec son compte clé et qui dit là ça serait bien si on pouvait mettre telle chose en place. J'en ai parlé. Ah, tu vois, on a fait un brainstorming avec une enseigne hyper intéressant et on a brainstormé tous ensemble sur ce qu'on pourrait faire ensemble. Alors, je sais pas si on le fera, mais il y a plein de belles choses qui ont ressorti. C'était la première fois qu'on discutait vraiment avec une enseigne sur autre que du prix, de la négo, du machin. C'était génial. Franchement, il y avait la DG, il y avait la directrice produit, il y avait la personne il y avait Igor, un des cofondateurs de l'Uni. C'était génial. Et c'était enrichissant pour eux comme pour nous. Et là, il y a des choses qui devraient se mettre en place. Alors, du coup, en termes de répartition, dans quel pourcentage de cas on va avoir un commercial qui est moteur, qui va pouvoir pousser des idées, être un peu créatif dans sa vente, et par ailleurs un commercial qui va juste entretenir une relation, être dans la négo, etc. Alors ça va être à moi de les challenger. mais c'est là d'où l'importance du binôme trade-cam. Parce que le trade marketing, il y a tout ce côté market, et c'est eux aussi qui vont être force de proposition, qui vont être force de proposition avec le compte clé qui peut avoir des idées aussi, parce que parfois quand t'es compte clé t'as la tête dans le guidon et alors voilà, je proposais les inos, ça va sortir là, voilà ma promo, voilà les prix, enfin voilà, t'as tout alors le merch et machin, donc t'es un peu pris la tête dans le guidon, et justement ce binôme compte clé trade marketing, ça match et ça fait qu'on a de la créativité. Les comptes clés, ça les sort un peu de leur quotidien aussi, et ça fonctionne. Et un compte clé gère en moyenne combien de comptes, combien d'enseignes? Ouais, bon, ça dépend parce qu'on en a plein de petits, mais on a 6 grosses enseignes, et après les entre 10 et 15. Et les personnes de l'e-commerce, ça se passe comment? Ça dépend l'e-commerce. Donc tu vois, elles sont pas dans mon équipe, elles sont rattachées à Igor, mais bon, c'est tout le pôle sales. Pourquoi? Parce que moi je suis arrivée aussi il y a 7 mois.
Okay. Et l'e-commerce, j'y connais rien, on va pas se mentir. Et ça faisait beaucoup vu faut qu'on reprenne un peu la parole sur le retail. Donc et sur l'Europe, parce que j'ai récupéré l'Europe aussi. Le rôle des commerciaux chez vous, ce que j'en comprends, c'est compétences, appétence forte pour le secteur du jouet, des valeurs qui correspondent aussi aux valeurs d'une entreprise comme Nouni, créativité aussi, collaboration, parce qu'ils travaillent beaucoup en binôme. J'ai l'impression que ce sont des gens qui doivent également savoir gérer une relation long terme, donc on va pas être sur des profils de commerciaux entre guillemets, je vulgarise, mais one shot. Est-ce que tu vois d'autres qualités, d'autres compétences à mobiliser Business oriented quand même, hein. Un petit peu, hein. Parce qu'on a des... des pâquerettes. Voilà. Oui, non, il faut des gens qui en veulent, parce qu'aujourd'hui, tu vois, on était leader, et il faut la garder, cette position. Et c'est toujours plus difficile quand t'es en haut de se maintenir, de se réinventer. Et il faut toujours continuer de bouger, parce que sinon on est mort. Ouais, faut pas lâcher, faut créer cette relation privilégiée avec nos partenaires et avancer, évoluer avec eux et pas dans notre coin. Pour moi, la relation avec le retailer est primordiale et c'est trouver les bons leviers pour rester leader sur cette catégorie. Est-ce que tu as une belle vente à me partager, une belle anecdote? Chez l'Uni ou autre? Chez l'Uni? Ouais, chez l'Uni. Tu vois, pour moi, une belle vente, soit c'est la première, parce que la première, tu t'en souviens toujours. Ouais, tu vois, t'ouvres un compte. Ou alors, en fait, moi, une belle vente, c'est que ton client il vient te voir et dit mais je vais en faire une deuxième de vente parce que du coup la première t'as tout liquidé, tu vois, c'est facile de faire une vente en B2B, mais derrière il faut que ça sorte. Si tu checkes ton sell-in mais que le sell-out il sort pas, il va revenir te voir ton distributeur. Et donc pour moi la vente elle est pas finie. Faut vraiment aller on accompagne nos distributeurs jusqu'à ce que son sell-out soit liquidé. Ah oui, d'accord, j'avais pas compris ça comme ça. Donc en fait, quand vous négociez des prix, vous négociez une certaine quantité et ça va durer le temps que ça durera avant qu'il y ait renégociation, en fait, c'est ça? Non, il y a pas de renégociation, mais tu vois, si ton retailer, si ton retailer, il est tanké, il a 3000 fabriques à histoire, faut que tu l'aides à les vendre ces fabriques et du coup ta vente, il va pas repasser de commande. Donc c'est facile de vendre en fait en one shot. C'est facile de faire des one shot, mais derrière, si t'aides pas ton client à bien vendre dans ses magasins, c'est pas fini. Donc d'accord. D'où l'intérêt du trade marketing et des différentes opérations. Donc ça, tu vois, une belle vente, c'est une vente qui c'est quand ton retailer vient te voir à la fin de l'année, on fait voilà, mes stocks sont justes, mes magasins ne sont pas en rupture, on va pas jouer la rupture non plus, c'est pas l'objectif, mais c'est quand t'as vraiment créé un vrai partenariat et quand t'as le sell-in et le sell-out. Enfin, c'est un peu ce que tout le monde veut, hein. Mais ouais, ok. Alors du coup, c'est quoi d'ailleurs les KPI que vous suivez au quotidien? Pour mes commerciaux? Ouais. Donc le chiffre, hein, bien entendu, c'est un peu le nerf de la guerre. Nous, tu vois, aujourd'hui, on a personne sur le terrain. C'est vrai que l'ADN, la présence des produits en magasin n'est pas hyper bien suivie. Donc on travaille avec une entreprise qui va nous faire des checks dans les magasins, mais on a un trou dans la raquette de ce côté-là, donc c'est la prochaine étape de mettre des gens sur le terrain. Ah oui, tu m'en avais parlé, c'est des gens qui sont au sein des enseignes et des chefs de secteur qui tournent et qui vont sur le terrain, quoi, mouiller le maillot. Et on a besoin d'avoir ses yeux et ses oreilles sur le terrain parce qu'aujourd'hui on les a pas. Et donc on a un vrai sujet de DN. Nous, le merch, c'est un point capital pour nous. Si t'es pas vu, pas pris, hein, mais c'est vraiment l'expérience en magasin. Plus on a de display et le consommateur va pouvoir essayer et tester et voir au final qu'on est la fabrique accessoire la plus complète du marché, tu vois, interactive, enfin voilà, on coche toutes les cases. Donc le merch, le chiffre d'affaires, le nombre d'ouvertures de magasins. Bon bah l'ADN je la suis, mais bon c'est un petit peu compliqué. Mais on la suit avec les enseignes vu qu'on achète beaucoup de stats, ce qui nous permet de bien suivre l'ADN et le sell-out. Le sell-out, c'est une donnée qu'on suit énormément. Donc sell-in, sell-out, DN, merch, nombre de points de vente ouverts. Pardon. Distribution numérique. Distribution numérique. Donc dans combien de points de vente tes produits sont présents? Et comment ils s'organisent le quotidien de tes commerciaux en interne? Est-ce que y a des rues commerciales? Tu les vois en one-to-one de temps en temps? Ça se passe comment? Alors bon, bien entendu, je pense que comme tout le monde, on a un point hebdo avec chaque commercial par semaine. On a une réunion sales tous les 15 jours, une réunion équipe. Toute l'équipe sales et c'est vrai qu'on a beaucoup de réunions où tout le monde est au courant, où on se tient au courant. Tu vois, on a les mardis bonjour tous les 15 jours, on a une réunion marketing tous les mois, on est au courant des projets passés où on fait le bilan et des
prochains projets qui arrivent dans le mois à venir. Et côté commercial, et ensuite, chaque compte clé a un point hebdomadaire avec son binôme en trade marketing. Et le reste, pour le reste, ils sont complètement autonomes. Et tout le monde est autonome. Ah, oui. Responsabilité, n'oublie pas. Ouais. La fameuse et respect. Ok. Et parce que du coup, en plus, c'est des gens qui doivent quand même un peu aller sur le terrain, aller voir leurs clients, ou c'est un métier qui est très sédentaire? Alors, tu vois, avec la visio, moi, j'ai été surprise. En 2 ans, ils avaient quasiment vu aucun client. Avec le Covid, la visio, c'est triste. Donc moi, je dis, allez, on retourne sur le terrain voir les clients, quoi. Il faut les voir, faut qu'on les rencontre. C'est pas la même chose, la visio. Pareil, la visio, c'est très transactionnel. Ah là là, mais c'est ça, et tu parles que de chiffres et de machin. Enfin, non, faut sortir de ça. Franchement, on n'est pas là pour, enfin, moi, non, en tout cas. J'ai pas envie de parler que de chiffres, j'ai envie de parler d'autres choses, quoi. Et t'as pas les mêmes, voilà, tu ressens autre chose, et moi, je leur ai, on a instauré, depuis peu de temps, une journée par mois sur le terrain pour tous les comptes clés et pour toute l'équipe sales, en fait. D'accord, donc l'idée c'est de faire le tour des enseignes. Et d'aller voir même les vendeurs et en magasin et leur présenter aussi la gamme. Parfois, pourquoi pas ne pas vendre un petit peu, hein, pour combler notre trou dans la raquette, le temps de recruter 4 chefs de secteur. Aujourd'hui, vous êtes présent en France, Île-de-France, absolument partout. Ouais. Ah, du coup, il faut quand même potentiellement bouger un petit peu en dehors d'Île-de-France. Moi, je leur ai dit, s'ils vont un week-end à Bordeaux, vous prenez une journée avant et puis hop, on fait le tour des papotes. Ouais. Mais oui, voilà. Autant joindre l'utile à l'agréable. Quand on est commercial. C'est cool. Je parlerai pas d'autres villes parce que Bordeaux, c'est cool. Ok. Et comment tu les objectives, tes commerciaux? Alors, il y a différents objectifs. Tu vois, il y a des ouvertures d'enseignes. Ouais, vu qu'il y a quelques enseignes encore qu'on n'a pas et qu'on aimerait bien avoir. Il y a, bien entendu, le chiffre d'affaires. On rentre dans le sujet de la rémunération. Aujourd'hui, tu les rémunères comment, tes commerciaux? Alors, du coup, il y a le fixe. T'as 20% de variable. Ouais. Une prime qui est payée tous les trimestres. Donc, pour bien la saucissonner et ne pas avoir juste un gros package à la fin de l'année ou ne pas l'avoir, on commence à 70% de l'atteinte de l'objectif et c'est complètement déplafonné. Ouais, ok, très bien. 70% de l'atteinte de l'objectif, je comprends, en dessous, y a rien. Comment tu détermines les objectifs pour tes commerciaux? Est-ce que c'est toi qui le fais avec le board? Est-ce que tu négocies un peu avec tes commerciaux? Ça se passe comment? Tu vois, moi, je suis arrivée un peu en pleine période. C'est pas moi qui les ai forcément écrits. Ouais. Mais là, l'objectif, c'est de les écrire ensemble. En tout cas, nous, on va faire une reco pour 2024. Voilà ce qu'on pense aller chercher. Et après, ça va être à moi de négocier en haut. Ouais, ok, très bien. Mais du coup, c'est collaboratif. Ouais, c'est collaboratif. Si on te dit, vas-y, va me chercher 25%, ouais, si tu veux. Oui, mais bon, il y a l'état du marché, il y a. Oui, et il faut être ambitieux, toujours avec des objectifs smart, hein. Ouais. Mais réaliste aussi, quoi. Pour finir, est-ce que tu pourrais me pitcher l'Uni en 30 secondes max? Tu vois, l'Uni, l'objectif, c'est de développer l'imaginaire des enfants et les proposer une alternative aux écrans, avec un objet de confiance pour les 3 à 8 ans et bientôt plus, pour les 7-11 ans. Et aujourd'hui, je pense que, en tant que maman, c'est mon meilleur ami. Je pense que, voilà. Ouais, ok. Et est-ce que tu as un message à passer? Franchement, un message à passer, moi, c'est Augustin. Tu vois, chez Michel Augustin, qui nous disait tout le temps ça, c'est un des schmilblick, et je pense que ça me restera très longtemps. Secouez votre imagination avant votre porte-monnaie. J'aime beaucoup cette phrase, et je pense qu'il faudrait qu'on se l'applique beaucoup plus les uns les autres. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ça me donnait à réfléchir également. Écoute, merci beaucoup Fanny. Merci à toi. C'était super instructif. Encore une fois, j'ai beaucoup appris. Moi, j'apprends toujours sur le podcast parce que je découvre plein de secteurs que je ne connais pas. Moi, c'était mon premier, donc merci d'avoir pensé à moi, en tout cas, et à l'Uni. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir te recevoir. Merci à très vite. Audrey. À bientôt. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et le partager à votre entourage. À très vite pour un prochain épisode.